Et moi, je pense Je qu'on va pense. pouvoir effectivement démarrer ce webinaire. Alors, tout d'abord, chers collègues, un grand merci. Alors, on va couper. Ouais, vous coupez peut-être pour les autres personnes. Donc, comme je disais, donc un grand merci à vous toutes et à vous tous d'être présents à ce premier webinaire sur les questions de responsabilité. Et il est vrai que je suis particulièrement heureux de pouvoir ouvrir ce séminaire qui est très important, qui a été demandé à plusieurs reprises par les équipes en établissement et en particulier par les chefs d'établissement sur la question de la responsabilité civile et pénale en matière de santé, sécurité au travail dans l'enseignement agricole. Alors, clairement, ce séminaire, c'est une première étape. Elle va avoir pour but de mieux comprendre et d'améliorer de fait l'encadrement des jeunes dans les établissements. Alors, à la fois dans le cadre des travaux pratiques qui peuvent se passer au sein de l'établissement, mais aussi lors des périodes de formation en milieu professionnel. Et du coup, je remercie évidemment Maître Ledoux, avocat à la Cour d'appel de Paris, de sa présence et d'avoir accordé un peu de son temps. Je sais qu'il est précieux pour l'enseignement agricole sur un sujet qui est crucial. Je le dis parce qu'on a beaucoup de retours de la part de chefs d'établissement en grande difficulté sur ces périodes si importantes dans l'enseignement agricole. Donc, l'idée, c'est d'apporter effectivement votre expertise en tant qu'avocat, en tant que juriste sur ce sujet, sachant que vous avez eu un rôle majeur dans l'évolution de la jurisprudence ces 30 dernières années, m'a-t-on dit, en matière de santé et sécurité au travail. Alors, la santé et sécurité au travail, en quelques mots, je dirais, ça concerne effectivement l'ensemble des acteurs qui vont être amenés et qui sont amenés à encadrer les jeunes de l'enseignement agricole, alors, comme je le disais, soit dans l'établissement, et bien sûr, je pense en particulier aux collègues qui sont enseignants, techniques, professionnels au sein de nos structures, mais aussi pendant les périodes de formation en milieu professionnel et les stages. Et là, je pense évidemment aux maîtres de stage et aux maîtres d'apprentissage. Et je pensais bien évidemment aussi aux formateurs. Je voulais préciser deux éléments majeurs en matière de santé et sécurité au travail. La première, il faut le savoir, c'est que les ministères chargés du travail, de l'agriculture, mais aussi la CCMSA, sont pleinement engagés depuis plusieurs années sur cette thématique dans le cadre d'un partenariat fort sur les problématiques de santé et sécurité au travail. Cet engagement s'est concrétisé il y a très peu par le renouvellement de la Convention en 2018 entre les trois parties et notre engagement et l'engagement est encore plus fort au niveau des régions et au niveau local, et c'est sur quoi nous travaillons effectivement en ce moment. Le deuxième point que je voulais ajouter, c'est que la question de la santé et sécurité au travail, elle est centrale. Elle est centrale et c'est une priorité pour le ministre, à tel point qu'il a demandé au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux de conduire une mission de contrôle interne sur cette question-là, qui s'est terminée en 2020, avec plusieurs recommandations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que nous n'avons pas le temps, mais ces recommandations sont très fortes. Et nous avons bien sûr tenu compte au niveau de la direction générale. Et elles ont été, je dirais, transcrites quelque part au travers d'un plan d'action ambitieux, transverse avec les différentes composantes, je dirais, de la DGER, mais aussi avec les différents services du ministère, en particulier le secrétariat général, je dirais, un plan ambitieux, mais qui fait suite à déjà de nombreuses actions qui avaient été mises en place au sein de l'enseignement agricole, et en particulier le réseau national que nous avons mis en place il y a maintenant 2 ans, spécifique à la santé et sécurité au travail et qui est porté par Sophie Cabel, animatrice de ce réseau. J'en profite véritablement pour la remercier pour tout le travail qui a déjà été accompli dans un contexte aussi particulier que vous connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, de crise sanitaire, et puis pour effectivement avoir mis en place ce séminaire en distanciel. Et ce réseau ne pourrait pas être efficace sans l'implication de chargés de mission au niveau régional, et je tenais également à les remercier. Pour revenir sur le sujet qui va nous intéresser là, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'accidents du travail dont sont victimes les jeunes dans le secteur agricole, et plus particulièrement nos jeunes dans l'enseignement agricole, est certes en baisse, mais elle est encore à un niveau trop élevé. Et on s'est rendu compte que cela concerne beaucoup de jeunes
qui particulièrement intègrent nos formations, que nous appelons les primo-entrants, c'est-à-dire de jeunes qui n'ont aucune expérience sur le monde professionnel et ils se retrouvent dans une situation professionnelle qui vont conduire eh bien, à un accident à des blessures graves, voire à des blessures mortelles. On le sait, ces situations affectent particulièrement les équipes en établissement, mais bien évidemment aussi les professionnels qui les encadrent, les autres jeunes traumatisés par ces situations et évidemment, nous le savons aussi, détruisent bien nombre de vies, de familles, comme moi je peux le voir régulièrement avec les familles que je peux entendre. Mais au-delà de cela, et c'est vraiment le sujet, et ça me semble très important, tout accident d'un jeune dans le cadre de sa formation engage la responsabilité de nombreux acteurs, et plus précisément les encadrants en établissement, et je pense en particulier aux chefs d'établissement, mais je pense aussi aux maîtres de stage et aux maîtres d'apprentissage qui les accueillent. Il y a donc une vraie urgence de connaître les responsabilités engagées, mais je dirais qu'au-delà de cela, il faut véritablement tout mettre en œuvre pour que ces accidents soient évités. Et que de la prévention en santé et sécurité au travail, nous nous engagions vers une véritable éducation pour la santé et sécurité au travail. On ne peut pas aborder la question de la santé et sécurité au travail en établissement dans un face-à-face élève, parce qu'on sait aujourd'hui, en termes de psychologie de l'adolescent, que l'appréhension, la compréhension du risque n'est pas évidemment le même que nous, et que nous devons réfléchir à d'autres modes, je dirais, d'apprentissage et de retour d'expérience avec ces jeunes. C'est sur quoi nous travaillons et le plan d'action que nous menons a une place importante sur cette éducation à la prise de risque, je pourrais dire. Alors, vraiment, un grand merci à vous toutes et à vous tous d'avoir pris un temps sur ce sujet, parce que cela engage évidemment la sécurité de nos jeunes et nous devons véritablement tenir compte de cela. Il faut que l'ensemble des équipes des établissements soient pleinement concernées par rapport à la santé et sécurité au travail. Nous devons y travailler ensemble. Notre ambition, qui doit être commune clairement, est de permettre à nos apprenants de construire un avenir professionnel en toute sécurité. Je rappelle, c'est un enjeu immédiat, évidemment, de prévention. Mais ces jeunes aujourd'hui en formation vont devenir des professionnels de demain et des encadrants, des dirigeants. Et là encore, nous avons effectivement un rôle important parce que c'est le futur que nous construisons ensemble. Alors, ce webinaire est une première étape. Je suis très heureux qu'il y ait un nombre important de collègues inscrits à ce webinaire. Il ne peut pas s'arrêter à cela. Il va falloir que nous puissions effectivement continuer à travailler ensemble. Et je pense que les questions-réponses, et encore une fois, un grand merci à Maître Ledoux, toutes ces questions-réponses, eh bien, nous allons les intégrer et Sophie Cabel va le préciser. Et je pense qu'il y aura après d'autres temps, peut-être plus spécifiques, sur un sujet particulier. Car je le dis souvent, la partie réglementaire est nécessaire et cruciale, mais elle n'est pas suffisante. Il faut vraiment que cela fasse sens aux jeunes de l'enseignement agricole. Donc, sachez que le bureau que je pilote et le réseau que pilote Sophie sont à vos côtés véritablement pour vous appuyer et vous accompagner. Voilà, c'était quelques mots d'ouverture pour lancer ce webinaire. Mais encore une fois, sachez que nous sommes effectivement à votre disposition si vous avez des questions et je laisse la parole à Christian. Merci Franck. Donc juste quelques mots sur les aspects un peu pratiques et techniques pour pouvoir voilà, que les échanges soient facilités. Déjà, si vous pouviez penser à renommer votre petite vignette en faisant un clic droit, vous pouvez changer. Certains d'entre vous ont juste des initiales ou d'une suite de chiffres. Ce serait plus confortable pour tout le monde quand vous allez poser des questions de retrouver vos noms et prénoms. Avec le système de webinaire, vous l'avez compris, c'est un petit peu différent par rapport au Zoom qu'on a l'habitude d'utiliser. Là, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde et on ne pourra pas non plus vous voir. On va voir que les panélistes, que les intervenants. Par contre, vous pouvez interagir avec nous via le fil de discussion, plutôt pour les aspects un peu bonjour,
se saluer et puis pour les aspects techniques. Et puis, si vous avez des questions, c'est dans la rubrique Q&R, questions-réponses. Alors, les questions et les réponses seront enregistrées. Vous pouvez les voir. Donc, s'il y a déjà une question qui a été abordée, évitez de la reposer. Et puis, vous pouvez voter aussi pour les questions déjà posées. Donc, ça permettra de les mettre en avant et ça permettra à Sophie de se faire le porte-parole et de poser les questions les plus mises en avant par le collectif. Voilà. Et je vous signale également que le webinaire est enregistré et qu'il sera donc diffusé ultérieurement sur Chlorophylle. Merci. Et je passe la parole à Sophie. Merci Christian. Donc, je me présente juste. Donc, Sophie Cabel, je suis animatrice du réseau national santé et sécurité au travail, donc au bureau de l'action éducative et vie scolaire, près de Franck-Feuillâtre, depuis septembre 2019, donc date de création de ces réseaux par la DGER. Je ne vais pas en dire plus, je vous retrouve tout à l'heure après la conférence de Maître Ledoux pour relayer, reformuler vos questions. Je vous laisse la parole, Maître Ledoux. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, merci aux organisateurs qui ont bien voulu m'inviter. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, donc, je m'appelle Michel Ledoux, je suis avocat à Paris. On a un cabinet à Paris et à Toulouse. On est maintenant une cinquantaine d'avocats et de juristes. Et nous ne travaillons que sur les questions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Tout ce qui a trait aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la responsabilité civile et pénale. Et donc, cet après-midi, je vais faire une petite présentation donc, sur les principes généraux de la responsabilité civile et pénale de l'encadrement en matière de santé au travail. Alors, première remarque, ce que je vais développer maintenant, quand bien même le sujet est un peu anxiogène, il faut bien le reconnaître, ce n'est pas une menace. C'est une sensibilisation. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je vais essayer de vous donner un regard un petit peu panoramique sur la situation et la règle. Deuxième remarque, je n'ai qu'une heure. Vous imaginez, pour un avocat, ne parler qu'une heure, c'est en soi un vrai risque psychosocial. Donc, je vais essayer d'être rapide, concis et de ne pas vous faire peur, même si, effectivement, il est très important d'aborder ces sujets. Alors, la responsabilité juridique, et je commence toujours par ça, je crois que je n'ai pas besoin d'insister. Vous avez dû remarquer avec moi que depuis quelques années, ces questions de responsabilité pénale notamment, c'est pratiquement devenu l'actualité de tous les jours. Je veux dire par là que lorsqu'on regarde un journal télévisé, par exemple, un soir, presque systématiquement depuis quelques années, l'une des premières infos de la soirée, c'est une information de nature judiciaire. C'est quelqu'un qui a mis un examen, quelqu'un qui est jugé ou quelqu'un qui rentre ou qui sort de prison. Alors, il est vrai que ces dernières années, à côté des classiques affaires criminelles, on a beaucoup parlé, c'est vrai, d'infractions de nature financière. Escroquerie, abus de biens sociaux, trafic d'influence, corruption, j'en passe évidemment, et des bien meilleurs. Mais vous avez dû remarquer que depuis quelques années, on parle de plus en plus souvent de responsabilité, notamment pénale, à l'occasion de phénomènes accidentels. Et même si on veut élargir, à l'occasion d'atteintes à la santé, physique d'ailleurs et mentale. Et là, sans remonter jusqu'à Mathusalem, depuis une vingtaine d'années, on a connu toute une série d'affaires. Si je pars d'un peu loin, on va partir de l'affaire des Irénée de Forbach, le stade de Furiani, la grue de Toul, les termes de Barbotan, la catastrophe du Drac, le tunnel du Mont Blanc, le pic de Bure à ZF, et puis l'affaire du sang contaminé, et puis tout ce qui agite nos sociétés sur les dangers du plomb, du benzène, de l'aluminium, de l'amiante, des éthers de glycol, les problèmes de sécurité alimentaire, dioxine, listeria, vache folle, les zoonoses, grippe aviaire, chikungunya réunionnais, le fipronil dans les œufs, les Otirox dans la gorge, le Mediator évidemment, les procès France Télécom sur ces questions de harcèlement moral, et évidemment, apothéose des apothéoses, la Covid, qui nous occupe depuis maintenant un peu plus d'un an. Et rappelez-vous, à peine le mois de mars dernier était-il terminé qu'une avalanche de plaintes se déversait au secrétariat de la Cour de justice de la République, plaintes pour mise en danger d'autrui, homicide, blessure involontaire. Donc, on voit bien que
ces sujets-là, depuis un certain nombre d'années, depuis quelques années en tout cas, font l'objet d'une judiciarisation extrêmement fréquente et même parfois extrêmement systématique. Alors, en 2 mots, pour aller très vite, je crois quand même qu'il faut quand même se poser une petite question avant d'aller plus loin, c'est de se dire mais pourquoi ces sujets-là sont aussi souvent judiciarisés, transférés vers l'univers judiciaire dès l'instant où il y a un pépin, dès l'instant où il y a un accident? Eh bien, très rapidement, et vraiment très, très rapidement, à mon sens, il y a au moins 3 débuts d'explication. Première explication, alors celle-ci, je crois qu'il faut en avoir conscience, c'est à mon sens évident, c'est que tout simplement, depuis quelques années, nous vivons dans une société, j'allais dire, dans un univers social qui finalement n'accepte plus les accidents, n'accepte plus d'ailleurs les atteintes à la santé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a encore une quinzaine d'années, l'opinion publique, finalement, au nom du plein emploi, au nom du progrès technique, scientifique, médical, au nom d'ailleurs même de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, finalement, l'opinion publique acceptait qu'il puisse y avoir naturellement de temps en temps un nombre, entre guillemets, socialement acceptable, fermons les guillemets, d'accidents, d'intoxication, de pollution. On n'arrêtait pas de répéter que c'était la rançon du progrès, qu'on ne faisait pas d'omelette sans casser des œufs. Eh bien ça, mesdames et messieurs, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est terminé. Chaque fois que survient un accident, une atteinte à la santé ou à l'environnement, c'est le même sujet, ce n'est plus perçu par l'opinion publique comme le signe de je ne sais quelle fatalité, c'est vécu comme la marque d'un véritable dysfonctionnement social. Et l'opinion publique, elle juge des coupables. Et c'est une catastrophe des coupables qu'on va devoir exhiber au journal de 20 heures à la télévision. Et moi, ce que j'appelle la sécurité civile, je mets là-dedans l'hygiène, la santé, la sécurité, le respect de l'environnement, et bien qu'on le veuille ou non, d'ailleurs qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, c'est devenu depuis quelques années une valeur fondamentale de toutes les sociétés développées et de la nôtre en particulier. Et vous savez tous évidemment ce qui arrive d'ailleurs dans tous les pays du monde à ceux qui s'attaquent aux valeurs fondamentales d'une société, eh bien ces gens se retrouvent un jour ou l'autre devant une cour d'assises ou devant un tribunal correctionnel. Donc, première idée, quand on aborde ces questions de responsabilité, c'est d'avoir bien conscience que le monde a changé. Nous ne sommes plus en 1980, en 1950, en 1980, en 2021, nous n'acceptons plus en tant que citoyens, ce que nous avons longtemps accepté ou subi en tous les cas. On n'accepte plus de mourir au travail, comme on n'accepte plus d'ailleurs d'être malade en mangeant un camembert ou de sortir les 2 pieds dans l'hôpital. Ah non, c'est opéré l'appendicite. Il faut bien comprendre une chose fondamentale que je répète à l'envi, c'est que le droit, finalement, qu'est-ce que c'est que le droit? C'est une science humaine. Qu'est-ce que c'est que le droit? C'est le reflet de l'état d'esprit d'une société à un moment donné. La société change, les règles de droit changent, la société évolue, et bien la lecture que les juges vont faire de la règle de droit elle-même va évoluer. Le droit, quelque part, c'est un miroir. Quand on regarde des règles de droit sur un sujet déterminé, on voit avec un petit décalage ce qu'on pense dans le pays dans lequel on vit du sujet qu'on examine. Vous allez voir que depuis quelques années, sur le terrain juridique, cette nouvelle appétence de nos concitoyens pour la santé et sécurité a été accompagnée ou précédée parfois par les règles juridiques. Et il n'y a donc pas de complot de la magistrature contre l'entreprise ou contre les établissements d'éducation. Il y a un monde qui change. Et je crois que ceux qui n'auront pas compris ça, évidemment, risquent de souffrir considérablement dans les années qui viennent, parce que ce sont des sujets sur lesquels il n'y aura pas, évidemment, de retour en arrière. Alors, on pourrait parler du sujet à perte de vue, mais juste, vous voyez, une deuxième petite remarque sur ce plan-là. Regardez ce qu'on appelle aujourd'hui les partenaires sociaux, les représentants des salariés et des employeurs. Il y a une quinzaine d'années, quand on leur parlait du travail, ils s'intéressaient à quoi? Eh bien, à l'emploi. Il fallait avoir un travail, un salaire. Les conditions de travail, quelque part, n'intéressaient quasiment personne. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans beaucoup d'entreprises, par exemple, on versait aux salariés des primes de salissure, des primes d'insalubrité. Quelque part, on échangeait de l'argent contre une détérioration probable de la santé. Et ça paraissait tout à fait normal, il y avait un consensus sur le sujet. Quelque part même, il ne fallait pas supprimer le danger parce qu'on risquait de perdre de l'argent, donc on ne touchait à rien.
Alors, il y a maintenant une quinzaine d'années, on a commencé à s'intéresser aux conditions de travail. D'abord, la santé physique. Par exemple, on a vu monter en puissance l'intérêt pour les cancers professionnels, pour les troubles musculo-squelettiques provoqués par les gestes répétitifs. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, la santé mentale, les risques psychosociaux. C'est le gros sujet depuis maintenant quelques années. Troisième étage de la fusée, dans beaucoup d'entreprises, on parle de QVT, de qualité de vie au travail. C'est un peu la synthèse des deux d'ailleurs. Il y a même des gens qui prétendent qu'il y aurait un étage supplémentaire qui serait le bonheur au travail. Bon, je propose qu'on ne s'excite pas trop là-dessus. Santé physique, santé mentale, qualité de vie au travail, c'est déjà pas si mal que ça. Mais vous voyez qu'il y a une trajectoire qui place la santé au cœur de la vie professionnelle. C'est un vrai sujet, ce n'est pas un petit sujet rikiki derrière les fagots comme il y a peut-être une vingtaine d'années. La santé physique et mentale est au cœur de la vie professionnelle. Et donc, dans le cadre des formations, de l'éducation que vous allez donner à nos jeunes, il faut que, dès le plus jeune âge, ces jeunes, ces enfants soient éduqués parce que ce sont des sujets absolument fondamentaux et décisifs. Et on me parle d'ailleurs, c'est devenu un sujet considérable. Il n'y a pas un magazine aujourd'hui ou un journal qui ne traite des conditions de travail. Actuellement, avec la Covid, on parle beaucoup des risques psychosociaux, mais on voit qu'on est sur des vrais sujets, des sujets puissants qui doivent évidemment rentrer dans les repères de l'éducation. Donc ça, c'est un premier facteur extrêmement important. On n'est pas sur un petit sujet. Maintenant, deuxième remarque rapide, les juges. Ceux qui jugent ce genre d'affaires en cas d'accident, en cas de pépin, sur ces sujets, ils sont devenus de plus en plus répressifs. Pourquoi? Parce que les magistrats, ils sont comme nous, ils lisent les mêmes journaux, ils ont des enfants qui sont éduqués dans des écoles et dans des collèges. Et donc, les juges sur ces sujets sont devenus de plus en plus réactifs et ils sont de plus en plus sévères. Et dans les cas les plus graves, ils n'hésitent plus à prononcer parfois des peines les plus lourdes, voire même des peines d'emprisonnement fermes. Je ne donne qu'un exemple qui est sur les risques psychosociaux, mais regardez, au mois de décembre dernier, le tribunal correctionnel de Paris, alors sur des problèmes de harcèlement moral, dossier France Télécom, le tribunal a condamné les 3 principaux dirigeants de cette entreprise qui, à l'époque, employait 180 000 personnes, à notamment chacun 4 mois d'emprisonnement ferme. Ce n'était jamais arrivé. Alors, on est sur les RPS, on est sur du harcèlement, on est sur un défaut d'accompagnement du changement. Bref, en tous les cas, les magistrats sont de plus en plus répressifs. Et puis, troisième élément qu'il ne faut pas négliger, la loi a changé. Le législateur a accompagné cet intérêt de nos concitoyens pour la santé au travail. D'abord, le législateur a inventé un nouveau délit. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le délit de mise en danger d'autrui. Ça n'existait pas il y a encore quelques années. C'est le fait d'exposer autrui à un risque immédiat pour sa santé. Ce qui est puni, ce n'est pas l'accident, c'est la prise de risque. Alors attention, une prise de risque que je qualifierais de gratinée, puisque l'enquête doit révéler que celui qui a pris le risque ne pouvait pas l'ignorer. Soit il avait été averti par l'inspection du travail, par la MSA, par un élève qui avait signalé un risque chez un maître de stage où ça s'était plutôt mal passé. Donc, le chef d'établissement avait été averti qu'à cet endroit-là, on n'était pas en sécurité. Ou alors, le risque parfois est tellement consubstantiel à l'activité qu'on n'a pas pu passer à côté. Il faut qu'il y ait un texte particulier qui vous dise ce que vous devez faire dans cette situation-là. Et je sais que vous ne manquez pas, vous, au niveau des diligences que les chefs d'établissement doivent mettre en œuvre lorsqu'ils organisent, lorsqu'ils envoient des élèves en stage. Bon. Et puis, il faut qu'il y ait un risque immédiat pour la santé. Lorsque les conditions sont réunies, tarif, 1 an de prison, 15 000 € d'amende. C'est le délit de mise en danger d'autrui. Donc, ça vient de sortir, si je puis dire. On a également un renforcement des sanctions au niveau des délits plus classiques au titre du code pénal. On verra tout à l'heure rapidement que dans les cas les plus graves, en cas d'homicide involontaire avec manquement délibéré, on risque potentiellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et les infractions elles-mêmes du Code du travail, qui étaient, l'amende encourue était égale à 3 750 € par salarié à une infraction il y a quelques temps, aujourd'hui c'est 10 000 €
par salarié en infraction. Donc, des sanctions pénales de plus en plus lourdes, des magistrats de plus en plus exigeants et sévères, et puis une opinion publique qui, de toute façon, n'accepte plus un certain nombre de choses. C'est le contexte de ce que je vais maintenant essayer de développer rapidement. Alors, première distinction que je vais faire déjà. Alors, s'il y a des juristes qui m'écoutent, ils doivent peut-être trouver que ma distinction est un peu simplette, mais elle est indispensable, et parce que j'ai remarqué depuis longtemps que quand je ne fais pas cette distinction, tout le monde ne comprend pas automatiquement la même chose, ce qui d'ailleurs au demeurant est bien normal parce que ce n'est pas si simple. Quand on parle de responsabilité sur le terrain juridique, il faut déjà distinguer à la louche entre deux grandes familles de responsabilités. On a d'un côté la responsabilité civile et de l'autre côté la responsabilité pénale. Ça n'a rien à voir. En un mot, qu'est-ce que la responsabilité civile? Pour aller très vite, à quoi ça sert? Si on parle de phénomène accidentel, la responsabilité civile, ça permet de poser des règles qui vont permettre naturellement, dans certaines conditions, aux victimes d'être indemnisées. Dans tous les pays du monde, quand il y a un pépin, quand il y a un accident, on indemnise la victime en lui versant de l'argent. Cet argent va dans les poches de la victime, on appelle ça des dommages et intérêts. Eh bien, pour aller vite, le but de la responsabilité civile, l'objectif, en cas d'accident, c'est de distribuer, si je puis dire, des dommages et intérêts aux victimes d'accidents. Bon. Si je parle de responsabilité civile, et si je parle de votre responsabilité civile personnelle, sur ce terrain-là, normalement, à titre personnel, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Parce que votre patrimoine personnel est protégé par deux règles. La première de ces règles, c'est du solide, puisqu'elle est dans le Code civil depuis 2 siècles. C'est une règle qui dit que votre employeur est civilement responsable de vos agissements au travail. Ça veut dire en clair que si à l'occasion de votre job, de votre travail, vous cassez quelque chose, vous blessez quelqu'un, c'est votre employeur qui va devoir dédommager la victime. Et puis, donc, il y a même une deuxième protection, parce qu'après tout, vous pourriez provoquer des catastrophes que le patrimoine de votre entreprise, entre guillemets, ne permettrait pas de payer. Il y a une deuxième règle, celle-ci, vous la connaissez toutes et tous, c'est l'un des corollaires de la responsabilité civile. En matière de responsabilité civile, on a la possibilité d'avoir recours à l'assurance. On peut s'assurer pour garantir sa responsabilité civile. Et donc, derrière les employeurs, il y a les systèmes d'assurance de l'entreprise. Si c'est l'État, l'État est son propre assureur, quand bien même, depuis quelques années, certaines structures étatiques s'assurent auprès des compagnies. Donc, à titre perso, normalement, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Ceci dit, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que la responsabilité civile ne coûte rien à la personne. Parce que si pour vous, ce n'est pas un problème, pour celui que je vais baptiser votre employeur, ça va coûter de l'argent. Il faut bien que quelqu'un paye. Hein. Et donc, les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles sont financées par l'employeur, l'entreprise, et ça peut coûter extrêmement cher. Donc, on voit bien que la responsabilité civile, pour vous à titre perso, ce n'est pas un vrai problème financier en tous les cas. Par contre, évidemment, d'une part, évidemment, il y a des souffrances chez les victimes, on y reviendra, mais il y a également des coûts financiers qui peuvent être tout à fait considérables. Et alors, il y a quelque chose qui est survenu en 2002, que je vais vous raconter brièvement, qui va d'ailleurs vous donner une petite idée de ce que les juges attendent de nous en matière de prévention des risques. Alors, l'évolution de la jurisprudence dont je vais vous parler maintenant a eu lieu en 2002 et a eu lieu dans des rapports employeurs-salariés, en droit commun, dans le cadre donc, de la réparation des accidents du travail et plus précisément d'ailleurs des maladies professionnelles. Normalement, là je parle de l'employeur et du salarié en droit commun. Donc, vous savez que l'employeur finance le risque accident du travail en payant une cotisation à la MSA. Bon, et donc, contre le paiement de cette cotisation, eh bien, chaque fois qu'il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle, eh bien, c'est la MSA qui distribue les prestations aux salariés. Bon. Et chaque année, la MSA fait ses calculs et puis la cotisation est fonction du risque qui s'est produit dans chacun des établissements
Tout ça pour expliquer ça le plus simplement du monde. Mais il y a une exception à ce système d'assurance, c'est l'hypothèse dans laquelle un salarié, et ça fonctionne également pour un stagiaire dans l'enseignement technique, est victime d'un accident ou d'une maladie et qu'il estime que cet accident est dû à une faute, à une négligence de son employeur, à un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité. Et dans cette hypothèse, le salarié, il peut, attention, il fait ce qu'il veut, ce n'est pas obligatoire, c'est une possibilité, il peut engager une procédure spéciale qui s'appelle encore aujourd'hui la procédure en faute inexcusable de l'employeur. Et cette procédure pourrait être engagée par un nouveau stagiaire qui est au sein d'une entreprise d'accueil, aurait un accident du travail lié au non-respect d'une règle de sécurité sur le terrain. Et lorsque cette faute inexcusable est reconnue éventuellement par un tribunal, la victime reçoit des dommages et intérêts complémentaires. On va compléter la réparation versée par la MSA, on va majorer la rente accident du travail si la victime en a une, et puis on va indemniser le salarié en lui versant des dommages et intérêts pour ce que nous appelons nous les préjudices personnels, les souffrances physiques, les souffrances morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, etc., etc. Et au final, c'est l'entreprise faut-il qui paye ces dommages et intérêts complémentaires. Cette fameuse faute inexcusable, elle est prévue par la loi, elle est prévue par le Code de la sécurité sociale. Et dans le Code de la sécurité sociale, on nous parle de faute inexcusable, des conséquences de la procédure, mais il n'y a pas de définition dans la loi de ce qu'est une faute inexcusable de l'employeur. Et vous savez que, là encore, dans tous les pays du monde, lorsque la loi est obscure ou imprécise, et elle l'est souvent ces dernières années, c'est la jurisprudence de la Cour suprême locale, chez nous, c'est la Cour de cassation qui définit ce que le législateur n'a pas défini avec suffisamment de précision. Et donc, chez nous, jusqu'au 28 février 2002, la définition de cette faute inexcusable avait été donnée par la Cour de cassation, tenez-vous bien, en 1941. Bon. Et pour qu'il y ait une faute inexcusable, il fallait que la victime, le salarié ou l'élève accidenté, démontre que son employeur avait commis, je cite, une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte, d'une omission volontaire, etc. Bref, une faute considérable, une faute énorme, une faute colossale. Bon, moyennant quoi, il y avait très peu de fautes inexcusables qui étaient engagées et encore moins qui aboutissaient. C'est une procédure qui restait extrêmement confidentielle. Alors, en deux mots, que s'est-il passé? Début 2002, arrivent devant la Cour de cassation les affaires dites de l'amiante. Bon, vous connaissez le sujet, vous savez que des milliers de salariés ont été contaminés par ce matériau et qui peut provoquer des pathologies extrêmement graves et voire mortelles. Encore aujourd'hui, ce sont des pneumoconioses. Hein. Certains, je pense au mésothélium, qui est un cancer de la plèvre, qu'on ne sait toujours pas guérir. Bon, des maladies extrêmement graves, d'autres un peu moins graves en tous les cas. En tous les cas, des milliers de salariés ont été contaminés. Ils étaient mal indemnisés par le système de départ et ils se sont dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire si on veut être indemnisé correctement? Il y avait une seule possibilité, c'était un trou de souris d'ailleurs à l'époque, hein, c'était d'envisager d'engager des procédures en faute inexcusable de l'employeur à l'encontre d'entreprises qui utilisaient massivement l'amiante du genre Eternit, Evrit, la Normède, les chantiers de l'Atlantique, enfin, des entreprises qui utilisaient massivement ce matériau. Ils engagent ces procédures. En première instance, les entreprises sont condamnées sous l'empire de l'ancienne définition de la faute inexcusable. Elles font appel, les cours d'appel confirment la faute inexcusable et les entreprises condamnées saisissent la Cour de cassation, compte tenu notamment des enjeux financiers tout à fait considérables. Et là, le 28 février 2002, la Cour de cassation va bouleverser la définition de la faute inexcusable et même, bien au-delà, va bouleverser des obligations des employeurs en général à l'égard de leurs salariés en général. Qu'a dit la Cour de cassation? Elle a posé un principe extrêmement important, je cite, « En vertu du contrat de travail qui lie un employeur à son salarié, l'employeur est désormais tenu à l'égard de ses salariés à une obligation de sécurité de résultat. » Autrement dit, pour faire très simple, l'employeur est tenu de faire en sorte que son salarié, je transpose son élève en stage, sorte du stage ou du travail en bon état de santé.
s'il est abîmé, s'il est blessé ou pire, eh bien, beaucoup plus facilement qu'avant, le salarié ou l'élève ou l'étudiant va pouvoir demander les dommages et intérêts à son employeur. Alors, dans l'éducation, c'est a priori l'établissement scolaire qui est en première ligne, mais vous savez que depuis une loi de juillet 2014, l'élève accidenté va entreprendre une procédure en faute inexcusable si, par exemple, il a été blessé sur un outil non protégé ou non conforme, va engager une procédure contre vous, contre l'établissement, mais depuis 2014, l'établissement va pouvoir se retourner contre l'entreprise d'accueil pour se faire rembourser des dommages et intérêts liés à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Donc, depuis maintenant 25 ans, les employeurs sont tenus à l'égard de leurs salariés et vous, à l'égard de vos étudiants et de vos élèves, à une obligation de sécurité de résultat. Donc, beaucoup plus exigeante. Alors, en 2 mots, cette obligation de sécurité de résultat, donc elle est née en 2002. Elle a été appliquée avec une rigueur extrême pendant 25 ans, mais depuis 2015, la Cour de cassation a légèrement modifié la définition du résultat attendu. Parce que, effectivement, la jurisprudence ne faisait pas de distinction, finalement, entre les entreprises vertueuses et puis ceux qui faisaient n'importe quoi. Tout le monde passait à la casserole systématiquement dès l'instant où il y avait un accident. Et ça posait des problèmes, notamment aux préventeurs, qui disaient à la Cour de cassation, écoutez, à quoi ça sert qu'on se décarcasse, si de toute façon on est condamné systématiquement, on va poser le stylo. En plus, comment voulez-vous qu'on arrive à convaincre nos patrons de mettre de l'argent dans la prévention si systématiquement, quoi qu'il arrive, on est systématiquement condamné. Alors ça a abouti au mois de novembre 2015 à une évolution de la jurisprudence où désormais la Cour de cassation admet que les entreprises qui justifient avoir mis en œuvre ce qu'on appelle les principes généraux de prévention, autrement dit avoir fait une bonne évaluation des risques, ceux qui ont respecté la réglementation, ceux qui notamment ont un bon document unique d'évaluation des risques, les entreprises sont capables de justifier d'avoir mis en place une bonne évaluation et des plans d'action bien faits, intelligents, complets, que ces entreprises-là, le cas échéant, arriveront à échapper à cette obligation de sécurité de résultat. Et aujourd'hui, on parle d'une obligation de prévention. Mais en fait, le résultat attendu aujourd'hui, c'est un comportement raisonnable. C'est une évaluation des risques. D'abord, c'est le respect des règles. Quand on envoie des gens en stage, il y a des conventions. Il y a un certain nombre de diligences précises et plus générales de la part du chef d'établissement, de la part du corps enseignant, de l'équipe pédagogique. Il y a un certain nombre d'informations à demander, document unique, règlement intérieur. On forme les élèves avant qu'ils partent. On attire leur attention sur le respect des consignes. On n'envoie pas les stagiaires n'importe où sans avoir vérifié, notamment lorsque c'est la première fois qu'un maître de stage accueille un stagiaire ou le stagiaire va atterrir. S'il y a des alertes, on voit ce qui se passe et éventuellement on arrête les frais et on rapatrie voilà, c'est ce qu'on appelle l'exigence. Donc l'employeur ou le chef d'établissement, puisque ces règles s'appliquent également pour ces stages, qui aura bien évalué les risques et qui pourra en justifier. Vous savez, en matière juridique, tout ce qu'on ne peut pas prouver, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que lorsque, par exemple, on demande au chef d'établissement de signer des conventions, de tracer un certain nombre de choses, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de faire de la paperasse, c'est en même temps un guide à l'action, mais c'est en même temps la possibilité de prouver le moment venu, en cas de pépin, qu'on a fait son travail. Et ça, vous savez, la preuve, on oublie toujours en matière juridique que la preuve, c'est absolument décisif. On peut prouver ce qu'on a fait ou on ne peut pas prouver ce qu'on a fait. En tous les cas, j'en étais là. Depuis donc maintenant 20 ou 30 ans, on a sur le terrain de la simple responsabilité civile, je n'ai pas encore parlé de droit pénal, des règles de plus en plus exigeantes et on voit bien que les magistrats ont accompagné juridiquement l'évolution de la société qui exige qui n'accepte plus les accidents et qui exige en cas d'accident la réparation la plus complète possible. Donc ça, vous voyez, c'est la responsabilité civile et on a connu donc quelque chose d'absolument révolutionnaire depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Alors,
à côté de cette responsabilité civile, qui, je le répète une dernière fois, est assumée par l'employeur, l'employeur ou vos employeurs d'ailleurs, qui devront indemniser les victimes, soit directement, soit par le biais de compagnies d'assurance. On a la responsabilité pénale. Alors là, changement de sujet. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité pénale? C'est notre responsabilité en tant que citoyen à l'égard des règles fondamentales de vie en commun qui régissent la vie dans tel ou tel pays. Au fil des siècles, dans tous les pays du monde, on a mis en place des règles fondamentales de vie en commun. Des règles qui nous permettent, de cohabiter théoriquement les uns à côté des autres sans trop se marcher sur les pieds. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne violeras pas, tu respecteras le code de la route et pourquoi pas, finalement, le code du travail. Vous voyez, des règles fondamentales de vie en commun. Le droit pénal, il incarne des interdits. Dans toutes les sociétés, il y a des interdits, des feux rouges, des lignes qu'on ne peut pas franchir. Et si on franchit cette ligne, la société dans laquelle on vit va vous punir, soit en vous envoyant en prison, soit en vous contraignant à payer des sommes qui iront dans les poches du trésor public qu'on appelle les amendes. Donc le droit pénal, c'est un droit fondamental. Alors, en deux mots, lorsque l'un d'entre nous, pour revenir à la France, ne va pas respecter l'une de ces règles fondamentales de vie en commun, eh bien, on voit intervenir un personnage dont on parle d'ailleurs de plus en plus ces dernières années. Cet homme s'appelle le procureur de la République. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Eh bien, c'est un magistrat professionnel qui est au palais de justice et qui, comme son nom l'indique, représente la République, l'intérêt général. Il nous représente tous. Et le rôle du procureur, c'est de veiller à l'ordre public dans son département. Sous un autre angle, de façon un peu plus familière, le procureur, il est payé finalement pour que tout le monde foute la paix à tout le monde. Il y a du boulot, enfin, il est payé pour ça. Et le procureur, il a à sa disposition la gendarmerie, la police nationale, indirectement l'inspection du travail ou même la DREAN pour les industriels. Et chaque fois qu'on va signaler au procureur un comportement qui, pour l'instant, ressemble à une infraction pénale, le procureur va ordonner une enquête qui sera confiée, par exemple, à la gendarmerie. C'est le procureur qui va superviser l'enquête, qui va se faire tenir au courant au fil du déroulement de cette enquête, de ce vers quoi on va. Et si, au terme de cette enquête, quand le procureur va lire les procès-verbaux dressés, par exemple, par les gendarmes, s'il estime, le procureur, que vous avez bien commis une infraction au code du travail, on y reviendra, ou au titre du code pénal, eh bien, le procureur va vous faire convoquer devant un tribunal, qui sera, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le tribunal correctionnel. Et le jour de l'audience, à un moment donné, le jour où vous serez jugé, à un moment donné, le procureur, le président du tribunal, va lui donner la parole. Il va se lever, il va prononcer une plaidoirie qu'on appelle un réquisitoire, dans laquelle, la plupart du temps, il va essayer de démontrer au tribunal que vous avez bien commis les infractions qu'il vous reproche, et il va terminer son réquisitoire, le procureur, en proposant au tribunal de vous infliger une sanction. Et la sanction, ce sera quoi? Soit de la prison, soit une amende, soit les deux. Et le tribunal, après avoir entendu votre avocat, évidemment, qui aura le dernier mot, prendra une décision. Le tribunal, indépendant du parquet, après avoir examiné le dossier, les procès-verbaux, entendu les différents arguments, prendra une décision. Et le problème, effectivement, du pénal, c'est que autant la responsabilité civile est indolore pour un chef d'établissement, autant au pénal, on est directement responsable. Je vais dramatiser. Si vous étiez condamné à 3 mois de prison ferme, vous irez personnellement devant le tribunal, vous irez personnellement en prison. Enfin, aucune compagnie d'assurance n'enverra un chômeur à votre place en maison d'arrêt. Si vous êtes condamné à 3 000 € d'amende, vous sortez votre chéquier personnel. Ne confondez pas l'amende et les dommages et intérêts. Les dommages et intérêts vont dans les poches de la victime, c'est l'employeur qui paye. Les dommages et intérêts, l'amende va dans les poches du trésor public. C'est le délinquant qui paye. Et votre employeur ne peut pas payer l'amende à votre place. Si elle le faisait, si l'amende était payée par votre employeur, l'employeur commettrait un autre délit qui s'appellerait dans ce cas-là le délit d'abus de bien social. Le patrimoine de vos employeurs
ne sont pas destinés à sponsoriser, si je puis dire, les négligences en matière d'hygiène, de santé et de sécurité. Et là, on arrive effectivement au sujet qui fâche, car la responsabilité civile, on en répond sur sa liberté individuelle, son honneur, sa réputation, son casier judiciaire, son patrimoine personnel. Et c'est pour ça que la responsabilité pénale est une source d'inquiétude, hein, et que souvent ceux qui sont mis en cause, dans le cadre notamment du travail, ont tendance parfois à souffrir du syndrome du lampiste en disant « Attendez, moi je suis dans un système où j'ai des instructions, j'ai des contraintes, je dois former des jeunes âgés continus, ils sont jeunes, ils sont ce qu'ils sont, hein, donc j'ai plein de contraintes, je ne suis pas, c'est pas mon libre arbitre total, hein, et donc il n'y a pas de raison que je me retrouve devant un tribunal correctionnel, voire même en prison pour des choses que je ne peux pas par principe maîtriser totalement, peut-être. Mais c'est la règle du jeu. De toute façon, on a la responsabilité de gérer un établissement scolaire ou une entreprise ou un cabinet d'avocats. Eh bien, pourquoi pas, en cas de pépin, on doit en répondre et on peut, le cas échéant, notamment sur ces sujets de santé au travail, être condamné et il va falloir assumer les condamnations. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, il va falloir que je me dépêche. Si vous le voulez bien, on va se poser successivement deux questions. D'abord, première question, dans un établissement scolaire, en cas d'accident, qui pourrait voir sa responsabilité engagée? Et puis, on verra, le deuxième point rapidement, c'est qu'est-ce qu'un juge aujourd'hui ira regarder, notamment sur ces questions de santé au travail. Quels sont un peu les grands référentiels aujourd'hui, les points notamment qu'on retrouve d'ailleurs très fréquemment reprochés à des employeurs ou assimilés en cas d'accident du travail. Alors déjà, premier point très important, en cas de pépin, en matière d'hygiène et de sécurité, qui est éventuellement pénalement responsable? Alors pour répondre à cette question, il faut savoir que lorsqu'on parle de responsabilité pénale en matière HSCT, on est soumis sur ces sujets, la plupart du temps en tout cas, à l'application de deux codes. Vous savez que les lois, on les a codifiées. Pour qu'on arrive un peu à s'y retrouver, il doit y avoir peut-être une centaine de codes en circulation aujourd'hui. Mais si on parle de santé au travail, il n'y a pas 100 codes, il y en a 2. Il y a 2 codes qui, la plupart du temps, vont s'appliquer en même temps et cumulativement. On a d'un côté le code du travail et de l'autre côté le code pénal. Alors, quand je vous parle du code du travail, je vous parle d'une partie du code du travail. Parce que dans le code du travail, il y a toute une série de dispositions sur le contrat de travail, la rupture du contrat de travail, qui s'applique d'ailleurs, qui ne s'applique pas à la fonction publique automatiquement, en tous les cas pas tout à fait de la même manière. Mais dans le code du travail, il y a une partie du code du travail qui, depuis 2008, est la 4e partie du code du travail, qui traite uniquement d'hygiène, de santé et de sécurité. Et maintenant, quand je vais parler de code du travail, entendez, comprenez, 4e partie du code du travail. Alors, qui est responsable au titre du code du travail? Qui est responsable au titre du code pénal? Alors, au titre du code du travail, 4e partie, c'est relativement simple, puisqu'il est écrit quelque part que le responsable pénal de l'application des dispositions du code du travail, c'est alors l'employeur ou son délégataire. Bon. Alors, concernant les chefs d'établissement, je vais remplacer le mot employeur par chef d'établissement ou le cas échéant, personne titulaire d'une délégation de pouvoir. Bon. Alors, le chef d'établissement, il est facile à identifier, bon, hein, ou alors, le cas échéant, ça peut arriver probablement, hein, la personne à qui le chef d'établissement aurait donné une délégation de pouvoir. Alors, cette fameuse délégation de pouvoir, hein, très rapidement, d'abord, elle n'obéit à aucun formalisme particulier, la délégation de pouvoir. Hein. Elle peut ressortir d'un organigramme suffisamment précis, d'un contrat de travail bien rédigé, hein, d'une définition de poste suffisamment précise. Bon, première remarque. Deuxième remarque, le délégataire, s'il existe, alors il doit avoir des qualités de fond. Le juge doit vérifier qu'il a la compétence, l'autorité et les moyens.
les moyens d'exercer cette délégation de pouvoir sur une zone, par exemple, de l'établissement scolaire. On pourrait l'imaginer que le chef dans des gros établissements, il y a des risques différents aux quatre coins de l'établissement, avec des risques donc, liés à des activités bien particulières, et que l'on décide de donner une délégation de pouvoir à un certain nombre de membres de l'encadrement dans chacun de… Il faut que la délégation de pouvoir doit être extrêmement précise. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de superposition, sinon elle est nulle. Et donc, le délégataire doit avoir la compétence, l'autorité et les moyens. Mais il faut bien comprendre que le but de la délégation de pouvoir, ce n'est pas de se défausser de sa responsabilité. Ce n'est pas de passer la patate chaude à un collaborateur en se disant comme ça, s'il y a un pépin, je suis tranquille. Non, le but de la délégation de pouvoir, c'est d'améliorer la prévention. Autrement dit, pour qu'elle soit valable, la délégation de pouvoir, il faut démontrer qu'elle a été mise en place pour rendre la prévention encore un peu plus effective sur le terrain. Autrement dit, si c'est pour se débarrasser de sa responsabilité, les enquêteurs auront tout fait de s'en rendre compte, la délégation de pouvoir sera annulée et on remontera vers le délégant. Maintenant, si la délégation de pouvoir, dans certains cas, est adaptée et permettrait d'améliorer la prévention, et si le délégataire a ce qu'il faut, compétences, autorité, moyens, ça permettrait de faire en sorte que celui qui pourrait, le cas échéant, avoir à répondre des infractions au code du travail, ce ne serait pas non pas le chef d'établissement, mais la personne titulaire d'une délégation de pouvoir. Mais attention, la délégation de pouvoir, alors elle est très souvent utilisée, vous voyez par exemple dans le BTP, très souvent, qui a une délégation de pouvoir, c'est le chef de chantier ou le conducteur de travaux. Dans les gros établissements, le chef d'établissement, le directeur de l'usine, très souvent, a une délégation de pouvoir. Dans l'enseignement, c'est beaucoup plus rare. En tous les cas, au titre du Code du travail, on va quand même considérer que théoriquement, celui qui aurait à répondre des infractions au Code du travail, ce serait plutôt, d'une manière générale, le chef d'établissement. Donc, c'est une responsabilité qui est dédiée à celui qui dirige la manœuvre en quelque sorte. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on risque au titre du Code du travail? Bien, je vais vous dire, si on n'est pas récidiviste, en fait, on ne risque qu'une amende. Un gros PV, pour faire simple. On ne risque qu'une amende. Alors, quand on voit ça de loin, on peut s'inquiéter, puisque, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore quelques années, l'amende encourue par le chef d'établissement était plafonnée à 3 750 € par salarié ou par stagiaire en infraction. Aujourd'hui, c'est 10 000 € par salarié en infraction, tout au monde. Ceci dit, pas de panique. D'ailleurs, je le dis pour ça, et puis pour ce que je vais aborder dans un instant sur le code pénal, les magistrats, les juges, quand ils condamnent quelqu'un à payer une amende, doivent tenir compte, pour fixer le montant de l'amende, des charges et des revenus de la personne. Autrement dit, les amendes encourues, réellement, qui sont prononcées sur le terrain, en général, tournent autour de 1 000 €, 1 500 €. Alors, les gros salaires, on va taper à 3 000, 4 000, 5 000 €. Mais les amendes sont toutes en fonction des revenus des gens condamnés. Les magistrats ne sont pas fous, ils savent très bien qu'une amende, il faut que les gens puissent la payer. S'il n'est pas possible qu'ils la payent, ça va mettre les gens dans des difficultés. Donc, les amendes restent toujours raisonnables par rapport aux revenus et aux charges, d'ailleurs, que les gens qui sont amenés à être condamnés, les revenus qu'ils perçoivent. Donc, c'est toujours des choses extrêmement raisonnables. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Combien de fois, moi, j'ai des gens qui me disent « Ouh là là, j'ai une délégation de pouvoir, si je suis condamné, je vais être obligé de vendre ma maison. » Vous rigolez? Ce n'est pas possible. Les amendes restent toujours des amendes raisonnables. Donc, vous voyez, au titre du Code du travail, il y a tout le temps un seul coupable, c'est a priori le chef d'établissement. Maintenant, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'à côté du Code du travail, il y a le Code pénal. Et alors, au titre du Code pénal, c'est complètement différent. Il n'y a pas de délégation de pouvoir qui tienne. Au titre du Code pénal, tous ceux dont les négligences vont s'inscrire dans l'arbre des causes d'un accident peuvent se retrouver devant le tribunal correctionnel. Au titre du Code pénal, c'est une responsabilité cumulative. Autrement dit, pour le même accident, on pourrait avoir 5, 10, 15, 20, 30 personnes devant le tribunal correctionnel. Au travers des établissements d'enseignement, on pourrait très bien avoir pour le même accident, c'est effectivement totalement théorique, le chef d'établissement scolaire,
le maître de stage, l'enseignant qui n'aurait rien vu alors même que le risque était absolument évident à l'occasion d'une visite sur les lieux où le stage se déroule. On peut avoir 5, 10, 20, 30, 40 personnes devant le tribunal correctionnel pour le même accident, au titre du code pénal. Donc, c'est une responsabilité, je le répète, une responsabilité cumulative. Je vous donne un seul exemple. Tiens. Regardez la catastrophe du tunnel du Mont Blanc. Il y a maintenant un certain nombre d'années, lorsque l'affaire a été jugée devant le tribunal correctionnel en première instance à Bonneville, ils étaient combien dans le tribunal correctionnel? Eh bien, il y avait 17 personnes physiques et morales. Il y avait la Société du tunnel du Mont Blanc, la personne morale, les 2 PDG, français et italien, les 2 chefs d'exploitation des 2 côtés du tunnel, plusieurs de leurs collaborateurs, des Français et des Italiens, le maire de Chamonix, les pompiers de Chamonix, le conducteur du camion qui a pris feu au milieu du tunnel. Il y avait même Volvo, c'était un camion Volvo, les juges pensaient qu'il y avait un défaut technique dans le camion à l'origine de son embrasement. Responsabilité cumulative. Et donc, au titre du code pénal, ça concerne absolument tout le monde. Dans un établissement scolaire, le chef d'établissement n'est absolument pas automatiquement en première ligne, évidemment. Lorsqu'un étudiant ou un élève a un accident, on va lui demander des comptes, mais on va surtout aujourd'hui en demander aux responsables de l'entreprise d'accueil ou aux maîtres de stage sur le terrain qui auraient créé des conditions de travail à l'origine de l'accident. Alors, je vais vous donner, au titre du code pénal, on n'a en fait que 3 délits qui nous intéressent. Il y a le délit de mise en danger d'autrui, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un peu particulier, mais je vais me concentrer sur 2 délits qui sont dans le code pénal depuis 150 ans. Donc, ces délits élaborés par la jurisprudence, et donc il y a beaucoup d'affaires. Ce sont les délits, vous avez déjà entendu d'ailleurs ces mots, ce sont les délits d'homicide ou de blessure par imprudence. On dit aussi homicide ou blessure involontaire. Ce sont des délits qui sont utilisés malheureusement quotidiennement. Il y a des centaines d'affaires liées à des accidents, plus ou moins graves en tous les cas, et c'est en cas de pépin dans un nouveau établissement, très probablement ce qui serait les délits qui serviraient de fondement à des investigations des gendarmes ou des services de police. Alors, la définition de ces 2 délits est la même. D'un côté, la victime est décédée, de l'autre côté, elle est seulement blessée. Je ne vais pas reprendre le délit le plus grave et le plus important, c'est le délit d'homicide involontaire. Et je vais vous donner la définition comme ça en continu, puis après je l'examine rapidement, morceau par morceau, si je puis dire. Que dit le texte? Le texte est la chose suivante, je cite: « Tous ceux qui par imprudence, négligence, maladresse, inattention ou manquement à une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement causent la mort d'autrui, risque, dans le pire des cas, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. » Alors, première remarque, vous avez bien entendu, le texte commence par la formule « tous ceux qui ». Le code pénal ne dit pas chef d'établissement. Le code pénal ne dit pas non plus entreprise d'accueil. Le code pénal prévoit une responsabilité cumulative. C'est générique. Tous ceux qui commettent des imprudences, des négligences et des manquements. Donc, c'est une responsabilité cumulative qui n'est pas orientée spécifiquement vers le responsable de l'établissement. Ça concerne l'équipe pédagogique éventuellement dont les négligences seraient mises en évidence, tous ceux qui auraient joué dans la pièce en quelque sorte, conduisant à un accident. Alors, tous ceux qui par imprudence, négligence, maladresse, inattention. Bon. Alors là, première remarque, on parle d'un délit non intentionnel. C'est un délit involontaire. Si vous faites exprès, c'est la cour d'assises. On ne parle pas de ça. On parle d'un accident qui a été provoqué sans qu'on l'ait voulu, évidemment, comme un accident de la circulation. Même si vous provoquez un accident de la circulation, sauf quelques malades, personne ne veut provoquer des accidents de la circulation. Malheureusement, ça va arriver parce qu'on va être imprudent, négligent, distrait, mais on n'a pas voulu provoquer l'accident. Donc, on est sur une infraction dite non intentionnelle, une infraction involontaire. Alors, imprudence, négligence, maladresse, inattention. Et là, je vais faire une incidente parce que c'est important. Alors,
je la ferai après, l'incident. Bon, je vais vous donner 3 ou 4 types de comportements qu'on retrouve quasi systématiquement dans les poursuites pénales engagées, tout accident confondu. Première attente fondamentale des magistrats, évidemment, c'est la mise à disposition des salariés, des opérateurs, des stagiaires, d'un matériel conforme, la conformité. La conformité réglementaire, c'est le minimum du minimum du minimum. Et attention, la conformité, c'est le plancher, ce n'est pas le plafond. C'est insuffisant, la conformité, mais c'est indispensable. Donc, le matériel doit être en conforme. Le matériel doit être adapté au travail à fournir. Pas sous-dimensionné, pas surdimensionné, le bon outil pour faire le bon travail. Donc, matériel conforme, adapté au travail à réaliser. Adapté d'un point de vue ergonomique, mais adapté également à celui qui va l'utiliser. Vous savez, il y a, dans ce qu'on appelle les principes généraux de prévention, il y a un item qui est très important, qui est un vrai couteau suisse. Il est écrit quelque part dans les principes généraux qu'il appartient à l'employeur ou au chef d'établissement d'adapter le travail à l'homme et non pas l'homme au travail. Autrement dit, il appartient à celui qui met en œuvre le travail de faire en sorte que celui qui va faire le travail soit adapté, soit adapté au travail à fournir. Ce n'est pas au stagiaire de s'adapter au travail. Alors, c'est un item qui est tiré de l'ergonomie, mais qui marche aussi d'ailleurs sur les risques psychosociaux, adapter le travail à l'homme et non pas l'homme au travail. Autrement dit, vous devez, quand vous envoyez un stagiaire quelque part, vous posez la question, est-ce que ce qu'on va lui demander de faire est bien adapté à son âge, évidemment, et à sa formation. Ça fait partie du repère des magistrats. Il y a énormément de procédures qui portent sur le fait qu'on a mis à disposition des gens un matériel qui n'allait absolument pas avec la compétence des gens qui étaient chargés de l'utiliser. Donc ça, matériel adapté. Autre repère, évidemment, matériel en bon état. Matériel toujours en bon état. Si vous saviez le nombre d'accidents provoqués par du matériel cassé, vous hallucineriez. Matériel toujours en bon état. Autre repère fondamental, la formation. Alors ça, c'est décisif. En matière de santé au travail, on doit donner aux opérateurs, quels qu'ils soient, de l'information et de la formation. L'information, ça peut être le livret d'accueil. L'information, c'est ce que vous allez faire éventuellement avant d'envoyer des stagiaires dans tel ou tel établissement d'accueil où vous allez les informer. Vous allez notamment leur expliquer ce qu'est le document unique d'évaluation des risques, ce qu'est le règlement intérieur, à quel point c'est un document qui a une grande importance, ce qu'est le document unique, le fait qu'il est obligatoire et comment le document unique fonctionne, l'évaluation des risques, le plan d'action. Donc, l'information et puis la formation. Alors là, la formation, c'est l'accueil au poste, c'est la formation continue, alors, même si les jeunes, souvent, ne sont pas concernés par ça, mais c'est les cassettes, les habilitations électriques pour mettre en œuvre certaines activités dangereuses. La formation, c'est absolument essentiel. Et quand je dis formation, avec la traçabilité qui va bien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'il a été formé, il faut prouver qu'il a été formé. Et donc, traçabilité, qui a formé, le nom du formateur, le programme de formation, une fiche de présence à la formation et la future victime, je vais pousser le bouchon un peu loin, la future victime en face de son nom, pour démontrer que la personne a bien reçu concrètement une formation. Ça, c'est à l'origine d'une multitude de condamnations devant les tribunaux correctionnels, la formation insuffisante. Alors, la pire des formations, évidemment, c'est la formation qui est uniquement limitée à une formation sur le tas. Alors, nous, quand on plaide, on ne dit pas sur le tas, ça fait un peu vulgaire, on dit par compagnonnage, par tutorat. Bon, ceci dit, c'est la même chose. La formation sur le tas, la formation par contre, elle est valable, mais à condition qu'elle suive une formation un peu théorique où on apprend à l'élève, à l'étudiant, au salarié, les modes opératoires qu'il va devoir suivre, à la fois sur le plan technique et puis les règles de sécurité, en même temps, en donnant la même importance d'ailleurs aux deux modes opératoires et le process de le faire en toute sécurité. Tout ça doit être transmis à l'élève, à l'étudiant, et s'il y a un pépin, vous puissiez démontrer que ce travail-là a été effectué. Et puis,
Troisième repère vraiment fondamental, si vous voulez, c'est se faire obéir. Ça, c'est extrêmement important. Alors, sur le lieu du stage, évidemment, c'est le maître de stage de l'entreprise d'accueil qui est chargé, mais il est très important que vous balanciez des élèves en leur expliquant que le maître de stage va leur donner des instructions sur le terrain et qu'ils seront contraints, qu'ils vont devoir respecter ces instructions. En tout cas, il vous appartient à vous de transmettre ce message que sur les lieux du travail, on obéit, on respecte en tout cas les règles posées par l'encadrement de terrain. Et vous voyez, pour l'instant, je ne parle pas particulièrement de vous, mais vous voyez, il y a quelques années, il y a peut-être une quinzaine d'années, les juges, quand ils étaient amenés à apprécier le comportement de l'employeur, ils se posaient la question suivante, qui est une formule qui est un peu désuète aujourd'hui, et que je reprends parce que je trouve qu'elle a du sens. Ils se disaient, mais est-ce que la personne qu'on amène devant moi, est-ce que les jours, les heures, les minutes qui ont précédé l'accident, est-ce que cette personne a eu, je cite, le comportement du bon père de famille. Vous voyez, on ne demande pas aux gens d'être des héros extraordinaires, mais on leur demande de se comporter raisonnablement, prudemment, entre guillemets, en bon père de famille. C'est une image d'Épinal, un peu le bon père de famille, mais c'est un comportement raisonnable, sensé, que n'importe qui, théoriquement, devrait avoir lorsqu'on organise le travail de quelqu'un. Et alors, vous concernant, il faut que vous ayez conscience qu'on ne va pas non plus, les juges ne vont pas non plus vous demander la lune, parce que le code pénal, vous le savez peut-être, a été légèrement modifié en 1996. Vous savez, juste après la catastrophe du Drac. Vous savez, ces élèves qui avaient été amenés en déplacement sur le bord de ce torrent, le Drac, on lâche de l'eau en amont, un certain nombre d'élèves ont été emportés par le flot. Et à ce moment-là, bon, les instituteurs qui accompagnaient Outrice ont été mis en cause, et elles ont même été d'ailleurs, dans un premier temps, mises en examen, voire même condamnées. Et à ce moment-là, notamment les encadrants de la fonction publique en général ont fait remarquer que dans la fonction publique notamment, on n'a pas automatiquement les moyens qu'on peut avoir dans le privé. Et que notamment, lorsqu'on encadre des élèves, des étudiants, des jeunes, l'emprise qu'on a sur les jeunes n'est pas la même que celle qu'on a dans une usine sur les salariés. Et à ce moment-là, on a un petit peu modifié, le législateur a modifié un tout petit peu le code pénal. Et voilà la modification, je vous la lis, ça date, c'est pas d'aujourd'hui, ça date de 1996 puis de 2000. Donc vous voyez, ça fait quand même un bout de temps. Et que dit désormais le code pénal? Il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute, d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence et de sécurité, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Autrement dit, ce que demande le législateur au juge, c'est de tenir compte, dans cette idée d'imprudence, des moyens, des missions et du pouvoir de celui qui est mis en cause. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle les diligences normales. Autrement dit, sous un autre angle, si on remplit les diligences normales, on a fait son travail et on n'a pas à être condamné au titre des délits d'imprudence, de négligence. Et vous le savez, les fameuses diligences normales, eh bien, le ministère les a posées dans des circulaires. Et ces diligences, lorsqu'on peut démontrer qu'on a rempli ces diligences normales, en cas d'accident qui surviendrait à l'occasion notamment d'un stage d'un élève ou d'un étudiant, eh bien, en principe, on ne pourra pas mettre en cause votre responsabilité. Et alors, ces fameuses diligences dites normales, elles sont énumérées. Alors, première obligation, je vais commencer par le chef d'établissement. Bon, déjà, on recourt, ça fait partie des diligences générales, mais elles sont exigibles,
ont recours aux conventions réglementaires. On signe des conventions systématiquement et on signe des conventions réglementaires, celles qui ont été élaborées. On ne doit pas bricoler sur une feuille blanche. Ce sont les conventions réglementaires qui doivent être signées en bonne et due forme. Et alors, que doit faire le chef d'établissement? C'est extrêmement balisé par les circulaires. Bon, d'abord, évidemment, il signe la convention. Bon. Il aide le jeune à trouver un lieu de formation compatible avec sa formation. Donc là, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. On doit mettre les élèves dans des stages qui correspondent à la formation d'élèves. On doit désigner également un enseignant référent dans son équipe pédagogique ou un enseignement coordonnateur dans certains cas. Et on invite l'équipe pédagogique à accompagner autant qu'on le peut sur le terrain, donc les élèves en stage. Ça, ce sont les diligences générales. Et il y a des diligences particulières. Réunion d'information et de préparation avant le départ des jeunes en stage. Bon, cette réunion doit tourner autour de la sécurité. Donc là, vous voyez, on est plutôt sur l'information que sur la formation, mais on doit sensibiliser les jeunes avant le départ en stage sur ces questions de sécurité. Bon. On ne se contente pas d'informer, on forme au maximum les élèves. On insiste sur le fait qu'il y a des travaux réglementés sur lesquels ils ne peuvent pas intervenir. On les prévient à l'avance. Bon. Idem pour le responsable de l'entreprise d'accueil ou sur le tuteur. Bon. On vérifie que la déclaration préalable a bien été faite à l'inspection du travail. On se pose la question du document unique d'évaluation des risques, le fameux DUR. Alors, je vous rappelle que ce document unique est obligatoire pour toutes les entreprises, publiques ou privées. Et le document unique, c'est quoi? On fait d'abord une évaluation des risques qui existent dans l'établissement. Bon, une évaluation. On évalue les risques en commençant par les risques évidemment les plus dangereux et en terminant par les risques les moins prégnants. Et adossé au document unique, il y a un plan d'action. Autrement dit, il y a des règles. Donc ça, on insiste auprès des élèves et du responsable de l'entreprise d'accueil sur, d'abord, le document unique, on doit se le faire communiquer. Pas de document unique, pas d'élèves. Du moins, en tous les cas, si vous prenez ce risque-là, vous prenez aussi un risque juridique. On se fait communiquer le document unique et on en transmet l'essentiel aux élèves pour qu'ils sachent un petit peu, là encore, où ils mettent les pieds. Bon. Alors, si la rencontre avec le responsable de l'entreprise d'accueil n'est pas possible, parce que bon, c'est tout ça est parfois beaucoup plus compliqué que ce que je viens de dire à l'instant, on peut communiquer par écrit ou par mail, et puis à cet égard, et là c'est très important, demander l'aide de la MSA. La MSA a une excellente connaissance des risques professionnels, ils ont des vrais professionnels, en plus, qui ont des relations avec les entreprises qui ressortent de ce secteur, en général, relativement étroites. Donc, si on a un problème, une inquiétude, il est judicieux de prendre contact avec la MSA qui pourra vous renseigner et vous donner des tuyaux et vous soutenir sur le plan technique. Idem, en principe, organiser une réunion d'information avec les parents d'élèves, enfin, parents d'élèves, équipe pédagogique. Bon. Et puis, moi, j'insiste beaucoup sur la traçabilité. Tout ce que vous devez faire doit être tracé. Il ne s'agit pas, je l'ai déjà dit, de construire une usine à gaz à Prassière. Il s'agit de pouvoir prouver qu'on a réalisé ces fameuses diligences particulières. Alors, il y a la visite préalable sur le lieu de stage. Là encore, si vous envoyez des stagiaires depuis des années à un endroit précis, si c'est jamais rien passé de particulier, si les retours sont bons, la visite préalable, il ne sera pas automatiquement nécessaire de la faire systématiquement. Par contre, lorsque c'est un nouveau maître de stage, une nouvelle entreprise d'accueil, normalement, il est judicieux d'aller voir, d'envoyer quelqu'un aller voir sur le terrain. Et de la même manière, s'il y a eu des retours de précédents stagiaires qui ont fait des remarques, si ça ne s'est pas très bien passé, eh bien,
à mon sens, il faut y aller, hein, ou ne pas, ou n'envoyer personne. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la mise en danger d'autrui. Bon, ben, si vous avez été avisé par des élèves que les années précédentes, ça ne s'était pas bien passé, qu'il y avait eu des problèmes, voire même des risques d'accident, si vous envoyez quelqu'un en stage alors même que vous avez été alerté, le délit de mise en danger d'autrui pourrait vous être reproché. Hein. On doit réagir aux alertes. Bon. Donc, la visite préalable, on l'a fait ou on ne la fait pas en fonction de la confiance qu'on a du maître de stage et puis bon, des possibilités que vous avez. Bon. Mais, et puis alors, à cet égard, si vous avez des doutes, on signale à l'inspection du travail. Hein, on vérifie d'abord que la déclaration préalable a bien été faite, hein, puisque avant il y avait une autorisation, vous le savez depuis quelques années, c'est une simple déclaration qui suffit. On demande éventuellement le soutien de l'inspection du travail. Hein, si vraiment vous avez des doutes, il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors ça, sont les diligences particulières du maître, du chef d'établissement. Et on est dans le cadre du code pénal. Hein, on ne peut pas vous en demander plus que ça. C'est déjà beaucoup, hein, mais on ne peut pas vous en demander plus que ça. Si vous avez opéré les vérifications, si vous avez respecté ce que prévoient les circulaires, vous avez réalisé les diligences normales. On ne va pas vous demander d'inventer des risques que vous n'avez pas pu imaginer auparavant. Hein. Vous avez fait votre travail. Les équipes pédagogiques, pareil, bon, eux aussi doivent effectivement beaucoup insister auprès des élèves sur les formations à la sécurité, hein, bien expliquer le document unique. Hein. Vous voyez, là, on travaille pour l'avenir, hein, parce que le document unique, il est obligatoire. Et d'ailleurs, dans le cadre de la réforme de la prévention du risque professionnel qui est actuellement en débat au Parlement, on va encore donner un peu plus d'importance au document unique d'évaluation des risques. Hein. C'est quelque chose qui va devenir encore plus important, et ça l'est aujourd'hui. D'ailleurs, en cas d'accident, c'est la première chose que vont demander les enquêteurs. Hein, montrez-moi votre document unique d'évaluation des risques. Expliquer, par exemple, aux équipes pédagogiques, au passage, ce que c'est qu'un plan de prévention, ce que c'est qu'un protocole de chargement et de déchargement. Tous ces documents qui doivent être réalisés dans l'entreprise d'accueil, c'est le moment de leur expliquer ce que c'est, et puis, lorsqu'ils vont arriver sur les lieux, qu'ils soient en tous les cas vigilants sur ces sujets. Bon. Alors, pareil, l'équipe pédagogique doit vérifier que l'entreprise d'accueil est bien renseignée les modalités de réalisation du travail. Vous voyez, il y a toute une série de démarches, de diligences, cette fois-ci, à la charge de l'équipe pédagogique. Hein. Alors, il y a le rôle du tuteur qui est très important, hein, qui doit être désigné par le maître, par le responsable de l'entreprise d'accueil. Il doit d'ailleurs, vous le savez, ne pas avoir pas plus de 3 jeunes durant une semaine à superviser, sinon ce n'est pas un travail sérieux. Il y a donc le carnet de liaison qui doit exister, hein, toujours pareil, traçabilité. Bon. Et puis, il y a les visites de l'enseignant sur les lieux du travail. Alors là, je sais qu'il y a des problèmes, parce que souvent, quand je dis qu'on doit envoyer l'enseignant référent, d'accord, mais des fois, on va envoyer un prof d'anglais, hein, sur les lieux du travail. Et le prof d'anglais n'est pas automatiquement très féru, il n'est pas capable automatiquement de repérer toutes les carences qu'il pourrait y avoir. Bon. Et puis, ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que l'enseignant référent, vous savez, il doit signer la convention. Mais en signant la convention, l'enseignant référent ne valide pas le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Il ne valide que les stipulations pédagogiques. Autrement dit, il n'est pas inspecteur du travail, il signe sous l'angle purement pédagogique, mais il ne valide pas le respect des règles de sécurité. Étant entendu que malgré tout, s'il observe des choses, le bon sens doit lui imposer d'intervenir, de signaler au chef d'établissement que ça ne colle pas, et de façon à ce que le chef d'établissement intervienne. Donc, vous voyez qu'il y a les diligences, hein, ce que doit faire un chef d'établissement, une équipe pédagogique, c'est balisé par un certain nombre de circulaires extrêmement précises. Alors que, j'allais dire en droit commun, dans les rapports entre un chef d'entreprise, par exemple, un chef d'établissement, en dehors d'établissement d'enseignement, il n'y a pas ces balises. Hein. La responsabilité peut être mise en œuvre un peu dans n'importe quelle condition, quoi qu'il arrive.
Alors que vous, quelque part, vous êtes quand même depuis quelques années un peu protégé par un certain nombre de règles que vous devez respecter. Et si vous les respectez, normalement, vous n'avez pas grand-chose à craindre en cas de pépin. Alors voilà ce que je vais vous dire rapidement. Je crois que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Hein. Mais si vous voulez, la responsabilité, c'est très important. Ça ne doit pas vous faire stresser. Hein. Ça fait partie de la vie. Et d'ailleurs, vous savez, vous avez des enfants hein, qui vont eux aussi aller en stage. Et je pense que vous seriez ravis que ceux qui les envoient en stage aient réalisé cette évaluation des risques et respecté ces règles fondamentales. Alors, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on a probablement des questions, mais voilà, je crois qu'il ne faut pas craindre la responsabilité. La responsabilité, et de toute façon, c'est le sens de l'histoire. On n'a pas le choix aujourd'hui, ce sont des sujets importants. Et je le répète, en formant vos jeunes à ces questions-là, eh bien, vous allez les protéger dans les années qui viennent et vous allez même protéger ceux qui vont travailler avec eux dans les 20 ou 30 ans qui vont suivre leur entrée dans la vie active. Bon, je m'arrête là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Merci, Monsieur Ledoux. Vous avez répondu effectivement à nombreuses questions. On a quelques petites minutes avant de finir à l'heure pour que chacun rejoigne ses autres obligations. Une question, c'était sur effectivement un sujet que vous avez abordé, là, la question du document unique. Nombreux chefs d'établissement en fait, réagissent sur le fait qu'il est compliqué pour eux de pouvoir effectivement avoir de connaissances sûres que le document unique existe et soit à jour. Souvent, en fait, dans la question de la communication et maître de stage, en fait, il suffirait, je dirais presque, de cocher la case. Voilà, mais il n'y a pas forcément le retour, ils n'ont pas forcément eu connaissance, lecture de ce document unique. Et se poser la question, effectivement, de savoir où ça peut les mener en termes de responsabilité. Et ils sont face au dilemme que si effectivement ils attendent ce retour écrit de ce document unique, ils ne pourraient pas envoyer de nombreux élèves en stage. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien conscience déjà de la difficulté de trouver des maîtres de stage. Hein, parce que j'ai intervenu un certain nombre de fois dans votre secteur d'activité et les premières fois, je vous balançais du genre, soyez exigeants. Bon, donc, vous avez besoin de trouver des maîtres de stage, vous avez besoin d'envoyer vos élèves en stage et j'ai bien compris que vous êtes en permanence en train d'arbitrer entre les contraintes réglementaires et le fait que si vous embêtez trop les maîtres de stage, ils risquent de ne plus accepter de recevoir vos élèves. Hein. J'ai conscience de ça. Alors évidemment, quand il ne se passe rien, on peut transiger, si je puis dire. Le seul problème, c'est que le jour où il y a un pépin, la transaction, ça ne marche plus. Bon. Donc, le document unique, vous devez, normalement d'ailleurs, enfin, sur le plan réglementaire, vous ne devriez pas envoyer vos élèves si vous n'avez pas eu connaissance du document unique. Alors maintenant, première remarque, qu'il soit à jour ou pas à jour, ça, je ne vois pas très bien comment vous pouvez le vérifier. Hein. D'abord, il y a quand même encore aujourd'hui, malheureusement, un grand nombre d'entreprises qui n'ont pas de document unique, alors même qu'il est obligatoire. Bon. Donc, c'est déjà probablement une première difficulté. Si vous ne les envoie pas, parfois, si on ne vous les envoie pas, c'est que peut-être qu'ils n'existent pas. Bon. Donc, déjà, c'est un problème. Et là, je mets ça en rapport avec ce que j'ai dit il y a 2 minutes, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon. Alors, moi, je pense que dans cette hypothèse, il faut interroger la MSA, qui pourra probablement, avec diplomatie, intervenir auprès du maître de stage, quitte à ce que la MSA les aide très rapidement à élaborer un document unique qui soit à peu près conforme. Bon. Mais la réponse juridique, je vais vous dire, hein, s'il y a un pépin dans un établissement d'accueil et si l'enquête révèle que vous ne vous êtes pas préoccupé de la question du document unique, parce que le document unique, c'est évaluer les risques dans l'établissement. Donc, ça voudrait dire que vous auriez envoyé un élève dans un établissement dans lequel vous ne connaîtriez pas avec exactitude les risques encourus et les mesures de prévention décidées. Tout ça figure dans le document unique. Donc, c'est vrai que je vous fais une réponse juridique qui n'est pas automatiquement une réponse pratico-pratique, j'en conviens, mais qu'il n'est pas raisonnable d'envoyer des élèves
sans que vous ayez eu connaissance du document unique et qu'ensuite, quelqu'un de l'équipe pédagogique ait rapidement et rappelé à l'élève, enfin décrit, expliqué, explicité à l'élève ce que contient le document unique d'évaluation des risques. Donc, contact avec la MSA peut-être, pour essayer de faire intervenir la MSA auprès des établissements d'accueil. L'inspection du travail, bon, le problème c'est que si vous mettez l'inspecteur du travail dans la boucle, vous n'allez pas vous faire des copains, parce que l'inspecteur du travail, en théorie pure, s'il n'y a pas de document unique, c'est une infraction, c'est une contravention de police, 1 500 € d'amende, de ne pas avoir de document unique, alors qu'il est obligatoire partout. Donc, si vous prenez l'inspecteur du travail, vous risquez de vous fâcher avec le maître de stage. C'est peut-être la MSA qui pourrait peut-être servir d'intermédiaire. Mais la réponse juridique, c'est vous devez vous faire communiquer le document unique. Maintenant, la qualité du document unique, le fait qu'il soit à jour ou pas à jour, vous n'en avez pas la maîtrise. Vous avez un document unique, vous le communiquez à l'élève, vous le faites commenter rapidement par quelqu'un d'équipe pédagogique. C'est la réponse juridique que je peux vous faire. Et j'en connais les limites, sachez-le bien. Merci, Maître Ledoux. Je vais remettre la vidéo. Voilà, très rapidement. Merci, c'est vrai qu'on s'est donné donc 1h30, il est 15h. Il est clair qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, puisqu'on en avait quand même une trentaine de questions. Vous avez répondu à beaucoup d'entre elles. Oui. Et après, il y a des éléments très spécifiques. Et il y a un sujet qu'une collègue nous a donné, ou un collègue, sur les visites, sur les stages à l'étranger. Et j'aimerais que très rapidement, on puisse terminer sur peut-être si vous avez, vous, des éléments. Et c'est vrai que la question des stages à l'étranger est très problématique, parce qu'en termes de responsabilité, en termes de quelle réglementation est applicable, est appliquée, etc. Donc, si vous avez des éléments là-dessus, très rapidement, et puis on clôturera juste après. Le stage à l'étranger, bon, déjà, vous le savez, il faut, avant d'envoyer un élève à l'étranger, vérifier auprès du ministère des Affaires étrangères la situation. D'abord, évidemment, convention de stage. Bon. Alors, évidemment, à l'étranger, vous n'avez pas toujours la possibilité d'aller voir sur place. Bon. Donc là, il faut communiquer au maximum par mail, éventuellement, en tous les cas, avec la bonne traçabilité, pour que l'établissement d'accueil vous confirme les conditions de l'accueil, avec précision ce que va faire l'élève ou l'étudiant à l'étranger. Bon. Donc ça, une convention, une traçabilité d'un dialogue entre le chef d'établissement et l'établissement d'accueil sur le périmètre exact de ce que va faire le stagiaire et les engagements en termes de prévention, parce que le document unique n'existe pas partout. Ça dépend où on envoie. Il y a des pays où il n'y a pas de document unique d'évaluation des risques. Mais par contre, le chef d'établissement doit pouvoir sommairement expliquer quelles sont les règles de sécurité, s'engager en tous les cas explicitement à les faire respecter. Bon. Et puis, de façon plus générique, vérifier effectivement auprès du ministère des Affaires étrangères s'il n'y a pas de problèmes particuliers, de sécurité, au niveau plus sociétal et politique, ou de problèmes de pathologie, de contamination possible, de façon à ce que vous puissiez être rassuré sur le caractère un peu plus géopolitique, en tous les cas, du pays. Mais la convention est un échange et un engagement par écrit, en tous les cas, de l'entreprise d'accueil, de faire respecter les règles de sécurité et d'assurer un encadrement de l'étudiant. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Il y a eu des problèmes, il y a eu des accidents par le passé, et d'ailleurs ces accidents, d'un point de vue pénal, autant que je sache, n'ont pas abouti à la condamnation des chefs d'établissement, parce qu'effectivement, il y avait une convention, il y avait un maximum de renseignements communiqués par l'entreprise d'accueil, et les renseignements ne laissaient paraître aucun risque particulier. Et donc, le chef d'établissement qui avait envoyé les étudiants, c'est arrivé quelquefois malheureusement, n'ont pas été inquiétés. Enfin, inquiétés, n'ont pas été condamnés. Parce qu'une fois de plus, il ne faut pas confondre une condamnation et des investigations. Quand il y a un accident, que le chef d'établissement soit convoqué à la gendarmerie
quoi de plus normal, hein? On va pas, il est naturel d'investiguer, d'enquêter, de rechercher ce qui a été fait ou pas été fait. Il ne faut pas mélanger être convoqué à la gendarmerie, voire même, dans certains cas, être convoqué chez un juge d'instruction, et puis derrière, il y aura un non-lieu ou un classement sans suite, avec d'être convoqué devant un tribunal, être condamné. Qu'il y ait des investigations, c'est normal. Hein, s'il arrivait quelque chose à l'un de vos proches, je pense que vous seriez tous d'accord pour qu'on recherche si ce qui devait être fait a bien été fait. Il ne faut pas tout mélanger. Et souvent, des gens confondent le fait d'être convoqué à la gendarmerie avec une condamnation devant un tribunal correctionnel. Donc, vous voyez, à l'étranger, une communication, un engagement du maître de stage, d'une part de respecter les règles et d'encadrer strictement l'étudiant, avec également, oui, j'oubliais, le fait de bien demander à l'étudiant, dans le cadre d'un véritable carnet de liaison, de signaler, hein, de lui signaler que dès l'instant où il est en difficulté, hein, ou s'il estime qu'il est en risque, d'exercer notamment son fameux droit de retrait. On n'en a pas parlé d'ailleurs, et j'ai oublié d'en parler. Il est important, oui, de signaler aux élèves, aux étudiants, qu'on envoie en stage, leur expliquer ce qu'est le droit de retrait. Que s'ils se sentent en danger, s'ils pensent eux-mêmes être en danger, ils puissent se retirer de la situation de travail et immédiatement avertir l'équipe pédagogique ou le chef d'établissement de la situation qu'elle a vécue, que le salarié ou que l'étudiant, a vécu. Ça, c'est très important, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure. Ça fait partie des infos minimum qu'on doit donner aux étudiants, évidemment. Merci beaucoup, Maître Ledoux, vraiment pour ces éléments très, très importants à destination de l'ensemble des collègues qui étaient avec nous aujourd'hui. Peut-être 2 mots avant de donner la parole à Sophie Cabel pour la conclusion. Vous l'avez très bien dit, hein, il y a effectivement des circulaires qui existent, des circulaires interministérielles, puisque vous l'avez très bien dit, c'est bien évidemment le Code du travail que nous appliquons en particulier. Donc, il y a des instructions techniques interministérielles, il y a une note de service qui avait été faite par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. Nous sommes en train de travailler sur une instruction technique complémentaire sur la santé et sécurité au travail. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Nous espérons la publier d'ici la fin de l'été 2021 et je pense que ce sera précieux pour les collègues en établissement. Nous avons également un gros travail à formuler, vous l'avez dit à plusieurs reprises, sur un guide de liaison, sur un guide d'échange. Et c'est vrai qu'il existe beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau des établissements. Peut-être qu'un groupe de travail sur cette question-là pourrait être intéressant pour qu'on puisse un petit peu formaliser mieux ce type de document et que ça puisse servir de base pour les établissements d'enseignement agricole. Voilà, écoutez, et puis pour terminer, bien évidemment, c'était qu'une première étape, mais Sophie va revenir là-dessus. L'idée, c'est bien de continuer à travailler parce qu'encore une fois, j'ai vu, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre effectivement. Alors, il y avait par exemple la place dans les référentiels. Oui, la santé sécurité au travail, c'est bien dans les référentiels de formation. Nous travaillons aussi pour les baccalauréats professionnels. Il y a des semaines collectives sur l'éducation à la santé, à la sécurité et au développement durable qui existent aussi. Donc, il y a des créneaux pour cela, mais je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin là-dessus. Et je voulais terminer sur le fait, ça j'y tiens beaucoup, c'est qu'il faut que le message qu'on adresse aux jeunes, ils puissent l'entendre et ensuite ils puissent l'appliquer. C'est-à-dire que vous le disiez à juste titre, ça passe par de la sensibilisation, de l'information, également de la formation. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire ensemble sur comment mettre en place les apprentissages pour que les jeunes puissent vraiment se les approprier. Voilà, je pense que c'est tout le travail que nous menons et que nous allons continuer à mener. Et je laisse Sophie peut-être pour conclure encore un grand merci, Maître Ledoux, de votre participation à ce séminaire. Oui, comme tu l'as dit, Franck, effectivement, donc on a enregistré le webinaire et toutes les questions, donc on prendra le temps d'y répondre et de vous renvoyer par mail, de faire une communication sur ce sujet. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je vais conclure ce webinaire en remerciant bien entendu Maître Ledoux, mais vous tous qui avez participé, vous étiez nombreux puisque vous étiez 240 tout à l'heure, donc connectés, ce qui démontre bien l'intérêt des personnels de l'enseignement agricole pour ce sujet. Je ne doute pas que les propos de M. Ledoux vont résonner dans les esprits pendant plusieurs jours, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que sur ce sujet-là, c'est bon de faire des piqûres de rappel régulièrement.
Aussi, pour prolonger ce temps, je vous invite à rejoindre l'espace du Réseau national santé et sécurité au travail sur ESANA. Donc, vous pourrez trouver effectivement tout ce qui concerne le point réglementaire sur la santé et sécurité au travail, mais également des ressources et des outils, une veille en termes d'actualité sur les sites Internet et la presse spécialisée dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Et également, le réseau santé sécurité au travail proposera prochainement d'autres webinaires, donc maintenant sur l'année scolaire prochaine 2021-2022, donc d'autres webinaires sur des thématiques en lien avec vos préoccupations. Donc, on fera le lien également avec les référents régionaux en SRFD. Et donc, toujours avec l'esprit dans l'intérêt de mieux éduquer les apprenants sur les risques professionnels. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonsoir.